www.sangatv.com. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Procès Khalifa Sall, l'audience renvoyée ce jeudi à 9h. La composition de la ville de Dakar, partie civile toujours au centre des débats. Vous entendrez les deux parties dans cette édition. Les services dans les collectivités locales paralysés avec la grève des travailleurs. Chez les populations, c'était la croix et la bannière pour trouver des documents administratifs. Reportage à suivre dans cette édition. Le secteur de l'éducation dans l'œil du cyclone en ce moment avec la grève totale des enseignants ce mercredi. Pendant ce temps, l'ancien secrétaire général de la CSA dénonce le manque de dialogue franc entre l'État et les syndicats d'enseignants. Et puis Kounoune Galap, les populations dans la rue pour protester contre la menace de destruction de leur maison. Elle interpelle l'État pour trouver une solution à leurs problèmes. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons cette édition avec la grève des collectivités locales au centre secondaire d'état civil à Basse-Ndao. Le mouvement d'humeur a été bien suivi par l'ombre d'un travailleur ce mercredi. Une situation très difficile pour les citoyens qui s'étaient déplacés pour des documents administratifs. Ils demandent aux autorités de trouver une solution à ce problème. Un reportage signé à Fatima Taba et Diafar Abba. 12 heures au centre secondaire d'état civil à Basse-Ndao. Ici, c'est le calme plat. Pas l'ombre d'un travailleur. Les citoyens, venus pour des documents administratifs, repartent déçus. Les grèves dans les collectivités locales, c'est pour régler un problème. C'est un problème parce que le cas Khalifa Sall est présent. On ne sait pas si c'est lié à ça. Mais aussi pour de meilleures conditions de travail. Oui, pour de meilleures conditions de travail, tout le monde en réclame parce que c'est par rapport au pays. J'étais venu chercher un extrait de naissance pour ma fille et là, il n'y a personne. Ma sœur est étudiante et elle a vraiment besoin de son extrait de naissance. J'ai bien peur que cela ne se fera que la semaine prochaine. L'État n'a qu'à aider ses travailleurs, je pense que c'est mieux. Les collectivités locales paralysées pour 72 heures. Une situation difficile pour ces usagers qui demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités. Tout ce que je demande à l'État, c'est de trouver une solution à cela. Bon, je ne sais pas moi. Essayer de satisfaire les doléances des travailleurs, car c'est nous qui payons les pots cassés. La grève, ce n'est pas que dans les collectivités locales. Le pays est donc dans l'impasse de la vie de cet homme. Vu ce qui se passe dans toutes les régions avec les grèves des collectivités locales, avec aussi l'école qui est en grève comme ça, bon, il faut que l'État respecte ses engagements aussi. On peut dire que le pays marchand, ça râle de tous les côtés. À l'origine de cette grève des collectivités locales, le mutisme de l'État, selon Sidi Ndiaye et compagnie. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat. Nous allons à Mbour avec la grève totale ce mercredi des enseignants du Sénégal. Comme partout au Sénégal, les élèves n'ont pas fait cours. Plusieurs centrales syndicales se sont donné rendez-vous au lycée de Saly pour une assemblée générale. Les revendications ont pour nom indemnité de logement, frais de déplacement du baccalauréat, entre autres. Vous avez suivi Diokal Faye, leur porte-parole, dans l'édition de 19h30 en Wolof. Instabilité dans les écoles publiques sénégalaise. L'ancien secrétaire général de la CSA dénonce le manque de dialogue franc entre l'État et les syndicats d'enseignants. Pour Mamadou Diouf, le gouvernement du Sénégal doit manifester une volonté réelle de négocier. Les syndicats aussi doivent s'unir pour une résolution définitive de leurs problèmes. Aminata Baressa ou Diafaraba pour plus de détails. L'absence de négociations sincères, le nœud de la guerre. Mamoudou Diouf, président d'honneur de la CSA, décrypte ainsi l'instabilité dans le système éducatif sénégalais. Vous avez bien raison de parler de situation d'impasse. Pour l'essentiel, d'une part, à l'absence de volonté réelle de négocier du gouvernement et également à la division du mouvement syndical enseignant. Si le gouvernement
tout comme les syndicats d'enseignants ne gèrent pas correctement la période post-électorale, ce qui va s'en suivre, c'est tout juste un environnement de surenchère qui va installer l'instabilité de façon permanente dans l'espace scolaire universitaire, et cela, personne n'en a besoin. Cet enseignant exerce depuis 15 ans. Monsieur Mboup dit vivre aujourd'hui les lenteurs administratives dans la délivrance des actes. Par exemple, un enseignant qui doit avancer dans sa carrière, qui reste 4 ans, 5 ans, 6 ans sans avancer, voyez ce que ça fait. Personnellement, je prends ma situation. Depuis 2015, je dois avancer, mais je n'ai pas avancé. Une situation d'impasse entre syndicats d'enseignants et gouvernement qui perdure dans l'école publique sénégalaise. Donc il faut que le gouvernement manifeste une volonté réelle de négocier et de résoudre les problèmes, et notamment de respecter les accords qu'il a signés. Il faut également que les enseignants comprennent qu'il faut qu'ils soient ensemble pour parler d'une seule voix. C'est ce qui va fonder leur crédibilité et c'est ce qui va également fonder leur capacité de pression et leur force de négociation. L'ancien secrétaire général de la CSA appelle les différentes parties autour d'une table, mais également à des négociations sincères qui pourront aboutir à la stabilité du système éducatif sénégalais. Nous parlons de toute autre chose à présent. 7,2%, c'est le taux de chômage en Afrique subsaharienne, où plus de 114 millions de travailleurs vivent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est ce qui ressort du rapport de l'Organisation internationale du travail. À cela s'ajoute l'emploi vulnérable qui prend de plus en plus d'ampleur. Synthèse avec Dissa Prera. 2018 ne sera certainement pas mieux loti en matière d'emploi pour la jeunesse. C'est ce qui ressort du rapport de l'Organisation internationale du travail de ce 22 janvier. La note prévoit un redressement progressif de l'économie, mais le taux de chômage devait rester le même qu'en 2017, autour de 6,5%, soit plus de 192 millions de personnes à travers le monde. À cette remarque vient s'ajouter l'emploi vulnérable qui, selon le rapport, est en plein essor. Dans les pays en développement, la situation touche 3 travailleurs sur 4. Pire, informe le rapport, le nombre de travailleurs vivant dans l'extrême pauvreté va dépasser les 114 millions de personnes à travers le monde, soit 40% de l'ensemble des travailleurs en 2018. En Afrique subsaharienne, le taux de chômage est prévu à 7,2%. À cela viendra s'ajouter 1 million de chômeurs. La pauvreté et la vulnérabilité des travailleurs seront encore en 2018 mises à rude épreuve. Le rapport fait aussi état d'insuffisance d'emplois créés par rapport à l'accroissement des populations. Et puis les licenciements abusifs deviennent de plus en plus excessifs dans notre pays, dans les entreprises sénégalaises. L'une des raisons est que l'État ferme les yeux sur certaines dérives. C'est du moins l'avis d'un docteur en ressources humaines que nous avons interrogé. Les employeurs, du fait de la forte demande, également versent dans l'abus. Un sujet signé Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Un marché de l'emploi florissant, mais des contrats courts, des licenciements excessifs, voire même abusifs. Voilà qu'on peut le décor du marché de l'emploi au Sénégal. Il y a ce qu'on appelle le marché du travail. Si dans le marché du travail, on a une forte demande de travailleurs, les employeurs, ils sont là pour leur propre intérêt. Il n'y a aucun employeur qui va dire que je suis là pour les travailleurs. Ils sont d'abord là pour faire affaire, pour faire leur affaire. Actuellement, c'est que les employeurs, ils utilisent beaucoup plus des types de contrats qui leur permettent de pouvoir se séparer de leurs travailleurs quand ils veulent. Pourtant, le tribunal du travail a été clair entre la relation employé-employeur, mais les décisions de justice ne sont jamais appliquées. Sur une indemnité entre un employé et un employeur, on regarde toujours ce qui arrange l'employé. Mais tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit maintenant d'un conflit entre des employés et un employeur. Si on respectait ce que le code disait, je ne pense pas qu'il y aurait des problèmes avec les employés. Seulement, on use et on abuse du fait qu'on a un marché du travail avec énormément de demandeurs. Pour ce docteur en gestion des ressources humaines, c'est à l'État de veiller sur cette précarité des employés, notée depuis quelque temps au Sénégal. Il est de la responsabilité de l'État de veiller à ce que les travailleurs ne soient pas précarisés. Parce qu'en réalité, il s'agit d'une précarisation du travailleur. Finalement, le travailleur, vous verrez des gens qui vont travailler toute leur vie et qui ne vont pas gagner quelque chose.
D'ailleurs, pour s'en sortir, les jeunes préfèrent investir le secteur informel. 97% des unités économiques sont dans le secteur informel. Qu'est-ce qui fait cela? Lorsque vous avez une précarité de l'emploi au Sénégal, il faudrait que les gens vivent. Ceux qui n'ont pas encore eu du travail ou ceux qui ont un emploi précaire vont s'investir dans le secteur informel. Nous parlons politique à présent avec le PUR contre le parrainage qui a décidé de quitter la table des discussions sur le processus électoral, estimant que c'est de la mascarade, ce que rejette Zahra Iyane Thiam du pôle de la mouvance présidentielle. Retenez que le PUR entend également déposer une motion de censure pour la démission du gouvernement à propos des milliards annoncés dans la traque des biens supposés mal acquis. Mambiram Diouf, Thierno Laurent Mendy. Un complot déjà ourdi pour faire passer le système de parrainage qui nécessite 0,75% du fichier, soit au moins 50 000 signatures pour les candidats à la présidentielle, relève le PUR, d'où sa décision de quitter définitivement la table des négociations. Nous, de bonne foi, on était partis parce qu'on est républicains. Mais ce qu'on a découvert dans les concertations, c'est que le dialogue n'est pas sincère. Le président Macky Sall appelle les gens uniquement pour les éliminer après. Zahra Iyane Thiam balaye d'un revers de la main cette idée et parle de négociations sincères en cours. D'abord, ce n'est pas le président Macky Sall qui décide, ce sont des acteurs politiques qui se retrouvent autour d'une table et chaque acteur avec des propositions. Dans l'exercice de cette disposition-là concernant le parrainage, nous avons vu que quelquefois les personnalités indépendantes contournent cette loi-là en se faisant, en ayant à leur disposition des récépissés de partis politiques. D'aucuns même vont jusqu'à dire que ce sont des récépissés qui sont échangés moyennant une certaine somme. Nous avons estimé que pour mettre fin à cela, il serait possible d'élargir ce système de parrainage à toutes les formations politiques. Et sur la motion de censure que le Parti de l'Unité et du Rassemblement compte déposer à l'Assemblée pour la démission du gouvernement. Il suffira également de convaincre les députés du bien fondé de cette motion de censure-là. C'est cela pour dire que quelle que soit la structure où l'on se trouve, il faut échanger. Mimi Touré était sorti pour dénoncer, pour dire qu'il y a 254 milliards que l'État avait recouvrés sur la traque des biens mal acquis. Le gouvernement a sorti un communiqué, mais en réalité, les 154 milliards dont il s'agit dans le communiqué n'ont rien à voir avec la traque des biens mal acquis. Il faut juste 1/10 des députés et les non-inscrits font 19. Même dans le camp de la majorité, il y aura des gens qui vont supporter cette motion, c'est sûr. Le parrainage sème une division sur le processus électoral. Le pôle de l'opposition rejette catégoriquement et ne compte reculer dans iota. Il n'y a aucune indemnité allouée aux députés. Abdombo, le premier vice-président à l'Assemblée nationale, dément ainsi le député Ousmane Sonko qui disait que les parlementaires reçoivent des indemnités de 10 millions de francs CFA de l'État. Abdombo s'est prononcé sur cette question lors de la présentation des condoléances au maire Chérif Lo Ousmane Sarr. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Cherante Diop et Seylatir. Je voudrais dire que c'est archi faux de dire qu'il y a une indemnité de 10 millions allouée aux députés. D'abord, il n'a jamais été question de 10 millions. Jamais l'idée n'a été agitée. Et aucune législature, en tout cas sous notre magistère, 12e législature comme 13e législature, aucun député n'a reçu un franc venant du Parlement ou bien de l'État du Sénégal en disant que c'est une indemnité. Vraiment, ce n'est pas vrai. Mais les hommes politiques sénégalais devraient apprendre à dire la vérité à nos concitoyens. Parce que dire qu'il y a une indemnité de 10 millions, alors qu'on est député, on est chef de parti, je pense que ça, ce n'est pas digne d'un homme politique qui aspire à avoir de hautes responsabilités dans ce pays. Donc je voudrais vraiment dire que c'est une information qui n'est pas fondée. Même l'idée n'a pas été agitée. Et je pense que le président Macky Sall, par rapport à sa vision, n'est nullement quand même atteint par quand même un syndrome qui était là avant, c'est-à-dire le gaspillage des deniers publics. Vraiment, je voudrais dire à mon collègue Ousmane Sonko de savoir raison garder et d'arrêter de faire des déclarations qui n'ont absolument rien à voir avec la vérité.
Nous allons à Saint-Louis à présent. Une partie des libéraux de la capitale du Nord se démarque de l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Ils ont décidé de ne pas suivre Ahmed Fall Braya qui compte l'accueillir, et ces libéraux somment le responsable local de quitter ce comité et menacent plutôt de le destituer de son poste dimanche prochain. Selon eux, les urgences du parti sont ailleurs. Je vous propose de suivre Sidi Boy, leur porte-parole, au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Tout le monde sait que le Parti démocratique sénégalais, en ce moment, a des préoccupations autres que aller accueillir le président Macky Sall. Ces préoccupations sont la préparation de l'arrivée de notre candidat, M. Karim Wade. Ces préoccupations sont comment faire pour que les élections qui se profilent à l'horizon soient des élections claires, transparentes et qui vont se passer dans des conditions autres que celles que l'on a observées lors des élections précédentes. C'est pourquoi ce comité d'initiative s'est réuni afin de préparer une assemblée générale, afin de demander officiellement au secrétaire général Ahmed Fall Braya de démissionner de ce comité d'organisation, de ce comité d'accueil. Parce qu'il n'a reçu ni l'aval du comité directeur, ni l'aval du bureau politique. Nous avons actuellement des préoccupations de mobilisation, des préoccupations de préparation qui dépassent l'arrivée du président de la République à Saint-Louis. C'est dans les titres menacés de destruction de certaines de leurs maisons ainsi que des vergers des habitants de Kounoun Ngalap, plutôt rue dans les brancards. En manifestation ce matin, ils interpellent les autorités sur cette menace qui pèse sur eux. Ousseynou Diallo, leur porte-parole, s'en est ouvert à Ousseynou Thiam et Biradiagne. Aujourd'hui, les populations sont excédées et parce que nous vivons une situation qui perdure depuis 2004. Vous avez une famille, je vous dis bien une famille, qui s'entête à exproprier d'autres centaines de familles sur des bases purement fallacieuses. Il faut aujourd'hui que l'opinion publique soit témoin de cette injustice qui ne dit pas son nom. Nous voulons un Sénégal de tous, pour tous. Et ce slogan-là, nous voulons que ça soit une réalité ici à Kounoun. Nous ne voulons pas que Kounoun fasse partie d'un Sénégal de tous pour seulement certains. Dès lors que l'État a immatriculé le terrain, l'État, son rôle n'est pas de déshabiller Jean et habiller Paul. Nous exigeons de l'État que ces populations-là soient régularisées et rétablies dans leurs droits. Vive polémique autour du foncier à Keur-Moussa. Après la manifestation des populations, le maire de Keur-Moussa est sorti de sa réserve pour livrer sa version des faits. Selon lui, aucune menace ne plane sur les terres des populations et que la DESCOS est dans ses droits. Il a tenu un point de presse. Je vous propose donc de suivre le compte-rendu de Chérante Diop et Seylater. Après la sortie des populations de Soun et villages environnants qui avaient manifesté pour dénoncer l'attitude de la direction de la surveillance et du contrôle des sols DESCOS qui, selon elle, cherche à mettre la main sur les terres des communautés, le maire de Keur-Moussa est monté au créneau pour apporter sa réplique. Il a réuni tous les chefs de village et les populations de Keur-Moussa pour donner sa version des faits. L'État n'a pas l'intention de prendre les terres de Soun, ni de Laine, ni de Mbadak, les villages environnants. L'aéroport a été circonscrit. Il y a une distance réglementaire de 450 mètres qu'il faut respecter. Mais le reste, c'est pour les populations. Mais il faut que les populations aussi viennent au niveau de la commune pour qu'on puisse régulariser la situation. Le maire de Keur-Moussa apporte son soutien à la DESCOS. Pour lui, la direction de la surveillance et du contrôle des sols est dans ses droits. Là, je vais préciser qu'un acte administratif ne donne pas droit à une construction. Donc, DESCOS est dans son droit. C'est une direction qui est chargée de conserver et de surveiller nos sols. Donc ça, je ne vois pas de problème.
pourquoi cette tintamarre et cette information fausse. Le conseil municipal de Kermousso est catégorique que des efforts seront consentis pour appuyer le ministre du Renouveau urbain dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urbanisme et de l'environnement immédiat de l'aéroport international Blaise Diagne. On vous l'a annoncé hier dans cette édition, plusieurs nouveaux prévenus placés sous mandat de dépôt après le massacre de Bofa-Bayotte. Pendant ce temps, c'est la fin de l'autopsie du corps du défunt secrétaire général du comité intervillageois de la commune de Nassia. Tumbulu Sané a été inhumé par ses proches à Ziguinchor. Je vous propose de suivre ce récit signé notre correspondant Boubacar Diassi. L'autorité judiciaire a choisi cette fois-ci de faire dans la discrétion totale, au point de faire passer les prévenus par la porte secondaire du parquet via un pick-up dans lequel ils ne sauraient être identifiés ni comptés. Mais nos sources indiquent qu'il s'agirait de 8 prévenus présentés devant le procureur de la République de Ziguinchor. Après 3 heures d'audition, le procureur les notifie des 5 chefs d'accusation que sont détention illégale d'armes à feu, association de malfaiteurs, assassinat, participation à un groupe insurrectionnel, mais aussi coups et blessures ayant entraîné la mort. Ces prévenus passent leur premier jour à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. Coïncidence de calendrier, c'est ce même jour que la dépouille du secrétaire général du comité intervillageois de la commune de Niassia est remise à ses proches après plusieurs jours d'autopsie dont le rapport n'est pas encore rendu public. Les proches de Tumbulu Sané ont en revanche reçu un certificat aux fins d'inhumation leur indiquant qu'il est décédé des suites d'un malaise sur la voie publique. Boubacar Diassi, retour à Dakar avec la gendarmerie qui a tenu sa traditionnelle cérémonie de présentation des vœux ce mercredi. 17 du personnel de l'armée, des retraités et des partenaires ont reçu des distinctions. Le général Maïsegnan lui invite les officiers à s'engager dans leur mission qui est de lutter contre l'insécurité. Compte rendu signé Habib Faye et Younous Diatta. Un moment de communion pour les forces de sécurité et de défense. La gendarmerie nationale a présenté ses vœux au haut commandement. Les retraités ont été distingués et dotés d'équipements. Ils magnifient. C'est l'occasion pour les retraités de communier avec M. le haut commandant de la gendarmerie, président d'honneur de leur association, mais aussi avec nos camarades qui sont encore en activité. Nous avons pu mesurer la grande attention que vous portez à la situation des anciens et en particulier ceux de l'ANGRS. Je citerai entre autres l'équipement du secrétariat de l'association, la subvention que vous nous avez octroyée pour satisfaire les actions sociales de nos veuves et orphelins, mais également la prise en charge totale de notre récente Assemblée générale. Face à l'insécurité, la gendarmerie nationale va être dotée de moyens pour lutter contre ce fléau. Vous aviez garanti au personnel, je vous cite, de votre soutien et de vos encouragements, en leur donnant l'assurance qu'ils seront bientôt dotés de moyens d'action en nombre suffisant et en qualité, grâce à l'appui du chef de l'État. Le déroulement du plan stratégique témoigne du respect de cet engagement. Sur le plan du réarmement moral, beaucoup d'actes ont été posés dans le cadre de l'action sociale. De même, votre implication personnelle à la politique sociale d'acquisition de logements a permis à la coopération d'habitat de la gendarmerie d'effectuer d'énormes réalisations au courant de l'année 2017. En outre, nous avons conscience que l'ordre westphalien, c'est-à-dire la sécurité des sociétés à l'intérieur des frontières étatiques est révolue. Le monde est devenu plus incertain, plus dangereux. Notre unique ennemi aujourd'hui, plus qu'hier, est l'insécurité. Elle connaît des évolutions majeures et nous invite à affiner davantage notre réponse. Le général Maïsegnan invite alors les officiers à s'engager afin de résoudre le problème. Le sentiment d'appartenance à une arme d'élite que nous défendons tous les jours par amour et par ambition nous motive à vous inviter à un engagement résolu et sincère en toutes circonstances pour la sécurité intérieure et la défense de notre pays. J'exige
de chacun d'entre vous qu'il accompagne l'action du commandement dans l'accomplissement de la noble et exaltante mission qui est la sienne dans l'honneur, dans la dignité, la loyauté. 17 personnels de l'armée qui ont œuvré pour le rehaussement de la gendarmerie ont été honorés lors de la cérémonie de présentation des vœux. Nous parlons religion à présent, partenariat gagnant-gagnant pour le développement des villes de Bamberg en Allemagne et le diocèse de Thiès. Monseigneur André Gay, l'évêque de Thiès, l'a dit à Bambey où il dirigeait la messe à l'église Sainte-Croix de Bambey. Les prêtres sénégalais, rappelons-le, sont souvent envoyés en Allemagne pour y diriger des prières dans les églises où les prêtres sont en congé. Monseigneur André Gay, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Babacar Diouf. La réalisation est d'abord spirituelle, parce que la base du partenariat, c'est la foi. C'est le partage de la foi, la rencontre en Dieu, la prière commune. C'est d'abord ça, la première réalisation, le premier objectif. Parce que c'est des chrétiens qui se rencontrent dans la foi. Et la foi doit bien sûr produire des œuvres. Et c'est ainsi qu'il y a des œuvres que le partenariat produit. Nous, à Thiès, nous donnons ce que nous avons. Partenariat, on ne peut pas donner la même chose, sinon on s'appauvrit. Nous donnons ce que nous avons, eux, ils donnent ce qu'ils ont. Nous envoyons des prêtres de Thiès en mission. Actuellement, il y a 2 prêtres qui sont là-bas, un aux études et avec Patrice qui est en partenariat il est curé dans une paroisse. Pendant les vacances, nous envoyons aussi les prêtres de Thiès pour permettre aux prêtres allemands de se reposer dans les paroisses. Et nous envoyons des jeunes également pour un stage sur place pour les aider dans nos structures. En retour, nous recevons beaucoup. Nous recevons ce que nous n'avons pas ou n'avons pas suffisamment, c'est-à-dire l'appui matériel et financier, surtout dans le domaine de l'éducation, dans le parrainage des enfants pour permettre à tous ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens de fréquenter l'école catholique. Le parrainage des enfants que vous connaissez très bien, il y a aussi les infrastructures qui nous aident à mettre en place, les constructions. Il y a aussi en rapport avec les problèmes de la migration, nous nous orientons aussi dans ce domaine pour permettre aux jeunes de trouver ici sur place ce qu'ils peuvent, ce dont ils ont besoin et qu'ils ne soient pas tentés à aller forcément à l'extérieur pour cette aventure de la migration qui comporte beaucoup de dangers. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a visité les travaux de la digue de protection de Saint-Louis sur une longueur de 3 km 500. Sur place, le président directeur général d'EFA, Gérard Sénac, a confirmé que les travaux d'urgence permettront de lutter contre l'avancée de la mer et de grands pas ont été franchis pour sauver toute la ville de Saint-Louis en attendant les études commanditées par le gouvernement. Je vous propose de le suivre. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. Aujourd'hui, les équipes qui sont ici d'EFA Sénégal sont en train de lutter contre ce qu'on peut appeler l'avancée de la mer. Mais lutter contre la mer, ça va être très très difficile. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, on est en mesure d'urgence. Il faut essayer de sauver coûte que coûte le côté de la plage. Et pour ça, on a déterminé avec les études qui étaient en cours et tout ce qu'on a pu disposer, de faire ces gabions que vous voyez, avec des matelas, de manière à pouvoir arrêter la première vague. Vous voyez que c'est un chantier à haute intensité de main-d'œuvre, donc ça aussi il faut le tracer. Le personnel a été recruté dans la ville de Saint-Louis. Aujourd'hui, l'idéal c'est de pouvoir mettre en œuvre des techniques de protection modernes avec beaucoup de personnel. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a réussi une première partie des travaux. Bon, je sais qu'il y a des grandes études qui ont été lancées par le gouvernement avec l'aide de bailleurs de fonds. Ces études vont, comme le font toutes les études, vont prendre un certain temps. Et je pense qu'aujourd'hui, la décision de l'État, c'était de trouver des mesures d'accompagnement pour protéger rapidement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense qu'on a marqué un premier pas et un premier pari. Cet atelier de restitution des recherches sur les données qualitatives et quantitatives du projet USAID NEMA, les résultats permettront une meilleure prise en charge des questions de santé de la reproduction dans la région. Là-dessus, nous écoutons Serine Ndiaye, superviseur soins de santé primaire à la région médicale de Diourbel. Il est interrogé par Mohamed Diop et Talassamba.
Le projet NEMA est un partenaire en tout cas qui intervient au niveau de la région médicale de Diourbel, comme à l'instar des 7 régions de concentration. Donc c'est un projet qui va de 2017 à 2021. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que c'est un projet en tout cas qui a eu à faire, comme vous venez de le dire, une recherche quantitative et qualitative. Et les résultats issus maintenant de cette activité d'enquête ou bien en tout cas de recherche a fait objet de partage durant cette journée au niveau de la gouvernance de Diourbel. Bon, par rapport aux résultats, vous savez, en tout cas, nous, en tant que région, c'est un ouf de soulagement étant donné qu'on ne peut pas être un peu partout, mener des enquêtes. Donc le partenaire, en parfaite collaboration avec la région, a eu à mener cette activité. Et en tout cas, on a eu d'amples informations concernant les aspects comportementaux qui sévissent au niveau de la région de Diourbel, qui touche pratiquement dans sa globalité la SR, mais aussi la communication. Donc on a en tout cas des indicateurs clés nous permettant maintenant de voir quelles sont les voies et moyens à entreprendre, en tout cas pour arriver à bout de tous ces problèmes relatifs à la SR au niveau de la région. Kolda a connu ces dernières années des taux de mortalité maternelle et infantile inquiétants. Pour réduire ces mortalités, les acteurs de la santé en partenariat avec leur ministère de tutelle s'investissent à l'amélioration des indicateurs liés à la mortalité maternelle et infantile par la sensibilisation des communautés dans la région de Kolda. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile sont préoccupants à Kolda. Le projet USAID NEMA, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, travaille à l'utilisation des services et l'adoption de comportements sains pour améliorer les indicateurs liés à la mortalité maternelle, néonatale et infantile à Kolda. Parce que c'est une étude à 3 phases qui se fait actuellement. Nous venons donc de terminer la première phase. Nous allons faire une phase à mi-parcours, mais également une phase finale pour voir quelle est l'évolution des comportements au sein des populations, mais également une étude qualitative qui nous a permis de connaître quelles sont les barrières au changement de comportement, mais également quels sont les facilitateurs, quels sont les leviers sur lesquels donc, nous pouvons nous appuyer pour changer donc, le comportement au niveau des populations et des communautés. Dans la poursuite quand même des interventions du projet NEMA, en matière de communication pour le changement comportemental et social. C'est d'ailleurs ce qui a en tout cas magnifié notre présence aujourd'hui pour accompagner le projet NEMA au début de la recherche, donc, dont nous étions partie prenante, jusqu'au partage au niveau régional. Pour cela, il compte mettre en œuvre une approche stratégique de communication pour influer les changements et l'adoption de comportements pour améliorer la santé au niveau des individus, des familles et des communautés. Donc nous, dans le cadre de la communication, la stratégie de communication que nous allons donc développer, c'est comment faire pour lever ces barrières-là. Mais également, comment nous pouvons nous appesantir sur les facilitateurs. Il y a eu des influenceurs qui ont été donc identifiés. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Les anciens footballeurs de Pout vont sensibiliser les jeunes de la localité sur les violences qui sévissent dans des matchs, et cela se fera dans un match de gala. Ils comptent parrainer chaque jeune pour leur permettre de comprendre les enjeux du football professionnel, et ces anciens veulent réunir plutôt tous les acteurs de cette commune pour marquer ce moment d'union. Mamadou Diop, que je vous propose d'écouter, ce n'est pas la bonne version certainement. Vous l'entendrez dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour ce journal de 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.